Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour un nouveau Tech Recap où on va décrypter ensemble les grosses actus tech de la semaine. Au programme, côté GPU, RDNA 5 s'annonce ultra costaud avec de nouvelles infos explosives, la Radeon RX 9070 GRE change de spec et se rapproche, et AMD publie par erreur le code source de FSR4, aussitôt exploité par les hackers. Chez Nvidia, l'inquiétude monte, les vieilles cartes pourraient bientôt planter, l'approvisionnement en RTX 5060 et 5060 Ti 8 Go serait réduit et le Neural Rendering arrivera bientôt sur la série RTX 5000. Et pour couronner le tout, la firme prépare son futur monstre, le Blackwell Ultra, annoncé avec une consommation de 1400 watts. Côté processeur, Intel avoue avoir perdu la bataille cette année, mais entrevoit un rebond. Nova Lake S pourrait bien relancer la machine, tandis qu'Arrow Lake Refresh apparaît déjà sur Geekbench. En face, AMD maintient la pression avec deux nouveaux modèles repérés, les Ryzen 7 9700F et Ryzen 5 9500F, pendant que les fuites précisent de plus en plus les caractéristiques des futurs Ryzen Zen 6. Dans les actus diverses, on parle de SSD à 28 Go par seconde, de Windows 11 qui révolutionne l'audio Bluetooth, de Microsoft qui transforme Xbox PC en launcher universel et de l'Ultra RAM qui pourrait bien enterrer la RAM et les SSD. Côté matériel, le prix et la date de sortie de la souris Logitech MX Master 4 auraient fuité, tandis que Saphir fait son entrée mondiale sur le marché des cartes mères. En insolitech, Samsung dévoile le slogan le plus choquant de l'année avec son écran de 37 pouces, le Viewfinity S8, tandis qu'un passionné fait tourner Doom sur un chargeur, pendant qu'un autre réussit l'exploit, ou la catastrophe, de griller deux processeurs AMD à 500 € en seulement 2 mois. Côté gaming, Battlefield 6 abandonne le ray tracing et ça fait grincer des dents, tandis que Forza Horizon 6 affole les fans avec une fuite qui pointe vers le Japon. Et on jettera aussi un œil à Metal Eden, le nouveau FPS cybernétique signé Raycon Games. Et pour finir, les nouveautés produits, Lenovo dévoile ses nouveaux moniteurs OLED Legion Pro, Framework révolutionne les PC portables avec une RTX 5070 modulaire et Absolute frappe fort avec une console portable avec un écran 3D géant. Et ce n'est qu'un aperçu, plein d'autres actus vous attendent, alors comme d'habitude, installez-vous confortablement, c'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet, le petit rituel que vous connaissez, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça aide énormément la chaîne à grandir et ça me motive à vous proposer un contenu chaque semaine. Merci infiniment pour votre soutien. Allez, on commence sans plus attendre avec les cadeaux de la semaine. Comme d'habitude, c'est l'Epic Games Store qui régale avec ce jeu indé. Il s'agit de Monument Valley. Si vous n'y avez jamais joué, moi non plus d'ailleurs, c'est l'occasion ou jamais. C'est un jeu de réflexion poétique et apaisant où vous devez guider la princesse Ida à travers des architectures impossibles inspirées des œuvres de M.C. Escher. Le gameplay est basé sur des illusions d'optique. Il faut manipuler les monuments, faire pivoter des structures pour créer des chemins qui n'existaient pas. C'est intelligent, c'est magnifique visuellement et l'ambiance sonore est juste parfaite pour se détendre. Initialement un classique du jeu mobile, il arrive enfin sur PC avec des graphismes sublimés pour les grands écrans en Full HD et même en ultra large 21/9. C'est une expérience méditative accessible à tous, que vous soyez un joueur aguerri ou occasionnel. Alors si ça vous tente, vous avez jusqu'au 11 septembre pour le récupérer gratuitement. Maintenant que nous avons notre jeu gratuit, passons à l'actualité brûlante du gaming avec une annonce qui fait déjà grand bruit. Battlefield 6 sortira sans ray tracing. Oui, vous avez bien entendu. Christian Bull, le directeur technique de Ripple Effect, a confirmé dans une interview que non seulement la technologie ne sera pas présente au lancement, mais qu'il n'y a aucun plan pour l'ajouter dans un futur proche. C'est un virage à 180 degrés pour la franchise qui avait été l'une des pionnières du ray tracing avec Battlefield 5. La raison invoquée est simple, la priorité absolue est donnée à la performance et à l'accessibilité. Après les problèmes d'optimisation de Battlefield 2042, le studio veut s'assurer que le jeu tourne de manière fluide sur un maximum de configurations PC sans sacrifier la réactivité qui est cruciale dans un FPS multijoueur. À la place, le jeu mettra le paquet sur les technologies d'upscaling comme le FSR4, le DLSS 4 et le XeSS 2 pour garantir des framerates élevés, une décision forte qui privilégie le gameplay pur et dur aux reflets ultra réalistes. Après les tirs et les explosions, place au bruit des moteurs avec une rumeur qui va faire rêver les fans de course automobile concernant Forza Horizon 6.
Selon des sources fiables comme Insider Gaming et le journaliste Tom Henderson, le prochain opus de la célèbre franchise de course arcade serait sur le point d'être dévoilé. Et pas n'importe où, au Tokyo Game Show qui se tiendra fin septembre. Cette localisation n'est pas anodine car la rumeur la plus excitante est que le jeu se déroulerait au Japon. C'est un rêve pour de nombreux fans de la série qui imaginent déjà des courses endiablées dans les rues de Tokyo, sur les routes de montagne ou à travers les cerisiers en fleurs. Autre information qui est un peu moins réjouissante pour certains, il semblerait qu'une version pour la Switch 2 ne soit pas au programme. Cela s'expliquerait par les limitations techniques de la console, le moteur de Forza étant très gourmand. On attend avec impatience une confirmation officielle, mais un Forza Horizon au pays du soleil levant, ça fait clairement saliver. Pour conclure cette section, évoquons le studio Raycon Games, connu pour Ruinaire, qui vient de lancer son nouveau FPS futuriste, Metal Eden. Édité par Deep Silver, le jeu est disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X et S au prix de 40€, avec une remise de lancement de 10% pendant une semaine. Le joueur incarne Asuka, une androïde Hyper-Unit, construite autour d'une psyché humaine numérisée. Accompagnée de son vaisseau sentient Nexus, elle explore Moebius, une planète techno-cybernétique au décor néon, tout en découvrant la vérité derrière une colonie humaine disparue dont les âmes sont piégées dans des cœurs cybernétiques. Le gameplay propose 8 missions intenses, mêlant exploration, combat nerveux et évolution du personnage. Les joueurs pourront extraire des Energy Core pour obtenir des avantages tactiques, améliorer leur arsenal et renforcer leur corps indestructible. Avec son univers sombre et stylisé, ses thèmes de renaissance et d'identité, Metal Eden s'annonce comme une expérience marquante pour les fans de FPS narratifs à l'ambiance cyberpunk. On quitte l'actualité gaming pour notre rubrique Insolitech où l'ingéniosité des modeurs n'a décidément aucune limite. Le défi ultime dans le monde du hardware, c'est de faire tourner le jeu Doom sur des appareils improbables. On l'a vu sur des tondeuses à gazon, des tests de grossesse, des calculatrices. Eh bien aujourd'hui, on ajoute un nouvel appareil à la liste, un chargeur secteur. C'est le hacker Aaron Christoffel qui a réussi cet exploit sur une station de charge Anker Prime. Cet appareil possède un petit écran couleur, initialement prévu pour afficher des informations de charge. Le hacker a réussi à prendre le contrôle de son microcontrôleur, un Cinuit SWM34S avec 8 mégaoctets de RAM et 16 mégaoctets de stockage pour y installer le classique de 1993. Le plus drôle, c'est la manière de jouer. Il n'y a pas de manette, juste une petite molette qui sert aussi de bouton. Pour tirer ou ouvrir une porte, on appuie sur le bouton. Pour tourner à gauche ou à droite, on tourne la molette. Et pour avancer ou reculer, il faut appuyer sur le bouton tout en tournant la molette. C'est tout sauf pratique, mais l'exploit est là. La preuve ultime que si un appareil possède un écran et un processeur, quelqu'un, quelque part, essaiera d'y faire tourner Doom. On continue avec une histoire assez incroyable et malheureuse pour un utilisateur de Reddit. On a beaucoup parlé ces derniers temps des problèmes de surchauffe et de mort subite de certains processeurs AMD Ryzen 9000X 3D, en particulier sur des cartes mères ASRock. La cause semble être un BIOS qui envoie des tensions trop élevées au CPU. Eh bien, un utilisateur a vécu le cauchemar en double. Après avoir vu son premier Ryzen 7 9800 X3D rendre l'âme, il en a racheté un qui a subi exactement le même sort sur la même carte mère ASRock. En l'espace de 2 mois, l'utilisateur n'était pas au courant de l'existence du BIOS 3.40, la mise à jour censée corriger le problème. C'est un rappel brutal de l'importance de se tenir informé et de mettre à jour son BIOS, surtout sur une nouvelle plateforme. AMD a affirmé que les CPU ne sont pas défectueux, mais que le problème vient des partenaires qui ne respectent pas les spécifications. Pour cet utilisateur, la pilule est amère. Espérons que le nouveau BIOS corrige définitivement le tir, car l'outil de mise à jour automatique d'ASRock AppShop semble peu fiable et ne notifie pas toujours les utilisateurs des nouvelles versions disponibles. Et on termine cette rubrique avec une perle marketing signée Samsung. Pour le lancement de son nouvel écran de 37 pouces, le Viewfinity S8, la marque a choisi un slogan pour le moins évocateur. Tenez-vous bien, le titre du communiqué de presse est « Le premier moniteur 37 pouces au monde montre comment 5 pouces peuvent changer la vie de tous les jours ». Oui, vous avez bien entendu, je vous laisse interpréter cette phrase comme vous le voulez, mais c'est assez osé. Au-delà de ce choix marketing audacieux, ce moniteur 4K est le premier de cette taille et se positionne comme une solution de productivité pour remplacer les setups à double écran. L'idée est d'offrir plus d'espace d'affichage qu'un 32 pouces, ce qui permettrait par exemple de travailler en résolution native 4K sans avoir à utiliser la mise à l'échelle de Windows qui pose encore des problèmes avec certaines applications. L'écran intègre des fonctionnalités comme le Picture by Picture, le Picture in Picture et un switch KVM intégré, le tout avec une connectique complète incluant un port USB-C de 90 watts, une version gaming, l'Odyssey G7 de 37 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz a également été présenté. Le prix et la date de sortie n'ont pas encore été
été communiqué. Après cette petite parenthèse amusante, passons maintenant aux choses plus sérieuses, les nouveaux produits. D'abord, parlons un peu de Framework qui vient de marquer un grand coup avec son laptop 16. La marque, connue pour ses PC modulaires et réparables, tient sa promesse en proposant désormais un module graphique Nvidia GeForce RTX 5070 remplaçable. Jusqu'ici limité à une Radeon RX 7700S, l'ordinateur portable gagne entre 30 et 40% de performance supplémentaire sans changer son design ni dépasser un TGP de 100 watts. Pour accompagner cette évolution, Framework a revu le refroidissement ventilateurs optimisé, matériaux Honeywell et ajouté un port USB-C arrière amélioré. Le laptop 16 profite aussi de processeurs AMD Ryzen AI de dernière génération, d'un écran certifié G-Sync et d'extensions de stockage allant jusqu'à 16 Teraoctets. Autre innovation notable, un chargeur compact USB-C de 240W, premier du genre avec la norme Power Delivery 3.1. Disponible dès maintenant en précommande, le Framework Laptop 16 démarre à 1 689 € en version DIY. Quant au module RTX 5070, il est proposé séparément à 779 € avec des livraisons prévues pour décembre. On continue avec Absolute, une marque connue pour ses consoles portables Android abordables qui montent en gamme de façon spectaculaire. La société va lancer cet automne la Bexilute 3 D1, une console portable Windows au format XXL avec un prix tout aussi impressionnant, 1 699 $. Sa particularité est son immense écran de 10,95 pouces avec une résolution de 2560 par 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran utilise une technologie de 3D stéréoscopique avec suivi oculaire, commutable en 2D via un bouton. À l'intérieur, on trouve un processeur Intel Core Ultra 258V Lunar Lake accompagné de 32 Go de RAM LPDDR5X. La batterie est de 50 Wh, ce qui semble un peu juste pour un tel monstre qui pèse 1,11 kg. Les manettes sont détachables et peuvent se combiner pour former une manette sans fil. C'est un produit de niche très ambitieux qui vient concurrencer les PC portables gaming. On a également une nouveauté pour les amateurs de clavier. Glorious, une marque réputée pour ses claviers mécaniques haut de gamme, surprend tout le monde en lançant le GMBK, un clavier à membrane. L'objectif est de proposer une option plus abordable à 40 $. Mais attention, ce n'est pas un clavier à membrane ordinaire. Sa grande force est d'utiliser des cross stems, ce qui le rend compatible avec les keycaps au format MX, celles que l'on trouve sur la majorité des claviers mécaniques. C'est une excellente nouvelle pour la personnalisation qui est souvent limitée sur les modèles d'entrée de gamme. Le clavier est au format 75%, dispose de touches en ABS, d'un rétroéclairage RGB sur 10 zones, d'un câble USB-C détachable et même d'une molette, ce qui est assez rare à ce prix. Il est également certifié IP57 pour sa résistance à la poussière et à l'eau. C'est une proposition intéressante pour ceux qui veulent un clavier personnalisable sans se ruiner, même si à ce prix, on commence à trouver des claviers mécaniques d'entrée de gamme. Et on termine cette section produit avec Lenovo qui s'apprête à lancer deux nouveaux moniteurs gaming OLED lors de l'IFA cette semaine, les Legion Pro 27 UD10 et 32 UD10, disponibles en 27 et 32 pouces avec une résolution 4K native et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ces écrans intègrent la technologie PureSight OLED de Lenovo et bénéficient des certifications Dolby Vision, VESA Display HDR Black 400 et ClearMR 13000 avec support AMD FreeSync Premium Pro mais sans compatibilité G-Sync mentionnée. La connectivité comprend deux ports HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, un USB-C avec support DP 1.4, trois ports USB 3 ainsi que les fonctions Picture by Picture et Picture in Picture. Le stand offre des ajustements complets, hauteur, inclinaison, pivot, rotation et inclut un support pour téléphones ou tablettes, tandis que 4 contrôles sont dissimulés à l'arrière du moniteur. Les prix annoncés sont de 799 € pour le modèle 27 pouces et 949 € pour la version 32 pouces, avec une commercialisation prévue pour la fin du mois et des précommandes déjà ouvertes chez certains revendeurs. On attaque le plat de résistance, les news tech de la semaine, et on commence avec un anniversaire important pour les joueurs sous Linux. Le projet Proton de Valve a fêté ses 7 ans. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Proton est une couche de compatibilité qui permet de faire tourner des jeux Windows sur Linux de manière quasi transparente, directement depuis Steam. Au début, c'était une petite révolution, mais aujourd'hui, c'est le pilier de l'écosystème gaming de Valve. C'est grâce à Proton que le Steam Deck est un tel succès. Ce logiciel a transformé le jeu sur Linux, passant d'une niche avec quelques portages à une plateforme
plateforme capable de faire tourner des dizaines de milliers de titres. La base de données ProtonDB liste plus de 26 000 jeux comme étant jouables. C'est cette technologie qui permet à Valve d'avoir son propre système d'exploitation, SteamOS, et d'envisager sereinement l'avenir avec de futurs appareils. Proton a aussi poussé Microsoft à améliorer l'expérience de jeu sur Windows, créant une saine compétition. C'est un projet open source qui a véritablement changé la donne pour de nombreux joueurs. Après Valve, on reste chez un autre géant du jeu vidéo, Microsoft, qui continue de faire évoluer son application Xbox sur PC. L'objectif est clair, la transformer en un véritable hub central pour tous les jeux PC et pas seulement ceux de Microsoft. On pouvait déjà y voir nos bibliothèques Steam ou Epic, mais la prochaine étape va plus loin. Une nouvelle fonctionnalité en test, appelée Mes applications, permettra d'installer et de lancer directement les autres launchers comme Steam, Battle.net, GOG Galaxy ou Ubisoft Connect depuis l'interface de l'application Xbox. C'est une avancée majeure vers une expérience unifiée. L'idée est de simplifier la vie des joueurs, en particulier sur les consoles PC portables comme la ROG Xbox Ali, où naviguer sur le bureau Windows n'est pas toujours pratique. On pourra tout gérer depuis une seule interface en plein écran. C'est encore en bêta, mais cette démarche d'ouverture de la part de Microsoft est très positive et va dans le bon sens pour les joueurs PC. Restons dans le logiciel et découvrons maintenant une nouvelle qui devrait intéresser les amateurs d'audio sans fil. Microsoft a annoncé que Windows 11 supporte désormais le Bluetooth Low Energy Audio en stéréo Super Wideband. Derrière ce nom un peu barbare se cache une amélioration très attendue. Jusqu'à présent, avec le codec Bluetooth standard SBC, si vous utilisiez le micro de votre casque, le son basculait automatiquement en mono avec une qualité dégradée. C'est très frustrant en jeu ou en appel. Le nouveau codec LC3, qui fait partie du standard Bluetooth LE Audio, résout ce problème en permettant de conserver un son stéréo de haute qualité tout en utilisant le micro. La mention Super Wideband fait référence à une capture du micro à 32 kHz, bien meilleure que les 8 kHz d'avant, ce qui améliore drastiquement la clarté de la voix. Cette fonctionnalité est déjà présente dans la dernière version de Windows, mais elle nécessite des pilotes à jour et bien sûr un casque compatible. Une autre évolution logicielle très attendue mais de chez Nvidia, la nouvelle Nvidia App, qui a pour vocation de remplacer à la fois le vieillissant panneau de configuration et GeForce Experience, continue de s'enrichir. Avec la dernière version, la quasi-totalité des fonctionnalités du panneau de configuration a été migrée. On retrouve maintenant les réglages 3D avancés, comme le filtrage anisotropique ou l'anti-aliasing, la gestion du son surround pour les configurations multi-écran et même l'indicateur G-Sync qui manquait à l'appel. Nvidia a enfin modernisé son interface logicielle pour proposer une expérience unifiée et plus intuitive, à l'image de ce que fait AMD depuis des années. Le GeForce Experience n'est d'ailleurs plus fourni avec les pilotes depuis 8 mois. Bientôt, le panneau de configuration classique disparaîtra complètement et les utilisateurs n'auront plus qu'à choisir d'installer ou non la Nvidia App qui regroupera absolument toutes les fonctionnalités. On quitte le logiciel pour s'intéresser au stockage de demain avec la société Fadu qui a annoncé son premier contrôleur SSD PCI Express Gen 6, le Sierra FC 6161. Alors que les SSD PCIe Gen 5 commencent à peine à se démocratiser, le marché se prépare déjà à la suite. Ce nouveau contrôleur promet des débits théoriques ahurissants, jusqu'à 28,5 Go par seconde en lecture. Pour vous donner une idée, c'est le double de ce que proposent les meilleurs SSD Gen 5 actuels. Il supportera des capacités allant jusqu'à 512 Teraoctets, mais le plus impressionnant, c'est sa consommation électrique annoncée à seulement 9 watts. C'est très bas pour de telles performances, ce qui est crucial, notamment pour les data centers, qui sont la cible principale de ce type de produit. Meta, la maison mère de Facebook, a d'ailleurs annoncé un partenariat avec Fadu pour ses futures infrastructures d'IA. Pour nous, consommateurs, cela nous donne un aperçu de la vitesse de stockage dont nous pourrons profiter dans quelques années. Toujours dans le monde des data centers, Microsoft a levé le voile sur une nouvelle couche de protection pour ses services cloud Azure, directement intégrés au silicium. Lors de la conférence Hot Chips, l'entreprise a présenté ses modules de sécurité matérielle HSM et son projet open source Calyptra Root of Trust 2.0. Concrètement, il s'agit de puces dédiées, présentes sur les cartes mères des serveurs, qui vérifient et stockent les clés de chiffrement avant même que les données n'atteignent le processeur principal. L'objectif est de se protéger contre les attaques à très bas niveau. Auparavant, ces modules étaient souvent des boîtiers externes, ce qui pouvait créer de la latence pour les applications très exigeantes. En intégrant cette sécurité directement au plus près du CPU et du GPU, Microsoft renforce la protection de manière beaucoup plus efficace et rapide. C'est un élément crucial pour garantir la sécurité des données des millions de clients d'Azure, y compris les gouvernements. On reste dans le domaine des composants fondamentaux avec une technologie mémoire révolutionnaire qui pourrait bien changer la
la donne. La société Quinas Technology a annoncé que sa mémoire Ultra RAM se rapproche de la production. L'Ultra RAM, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Elle a la vitesse de la DRAM, la mémoire vive de nos PC, mais elle est non volatile comme la NAND de nos SSD, c'est-à-dire qu'elle conserve les données même quand l'alimentation est coupée. Techniquement, elle utilise des matériaux semi-conducteurs exotiques et un phénomène quantique appelé tunnel résonant. Les avantages potentiels sont énormes, des ordinateurs qui s'allument instantanément, une consommation d'énergie réduite car la mémoire n'a plus besoin d'être constamment rafraîchie, et la suppression de la distinction entre mémoire vive et stockage. Après des années de recherche en laboratoire, la société a enfin mis au point un processus de fabrication scalable industriellement. Les discussions avec des fonderies sont en cours, c'est encore une technologie d'avenir, mais elle est plus proche que jamais de devenir une réalité. Mais avant que tout cela ne se concrétise, intéressons-nous d'abord à une autre tendance marquante chez les gamers, la montée en puissance de la RAM. Les dernières données de l'enquête matérielle Steam montrent qu'un basculement historique pourrait intervenir avant la fin de 2025. Les joueurs équipés de 32 Go de RAM sont sur le point de dépasser ceux restés à 16 Go. Entre mars et août 2025, la part des configs à 16 Go est passée de 43,1% à 40 et 1,7%, tandis que les 32 Go ont grimpé de 32,8% à 35,4%. La tendance est claire et pourrait s'accélérer avec la baisse des prix de la DDR5 et les exigences toujours plus lourdes des jeux AAA récents. Cette évolution s'explique aussi par l'achat de nouveaux PC ou laptops gaming, souvent livrés directement avec 32 Go de RAM. A l'inverse, les cartes graphiques continuent d'alimenter les débats. L'RTX 4060 reste bien présente dans les statistiques malgré la sortie de la série 5000, probablement grâce à des stocks écoulés en bundle ou système complet. Autre tendance marquante, la montée des écrans 1600p et 1440p, tandis que le 1080p conserve sa domination avec 54%. Côté OS, Windows 11 dépasse désormais les 60% d'adoption, confirmant enfin sa généralisation auprès des joueurs. La fin de l'année pourrait donc marquer une étape, dire adieu aux 16 Go comme standard au profit des 32 Go de RAM. Changeons de sujet avec une fuite concernant un accessoire très attendu, la future souris Logitech MX Master 4. Selon le site allemand WinFuture, plusieurs détails ont été révélés, y compris le prix et la date de sortie. Le lancement serait prévu pour le 30 septembre au prix de 130 €. Bien que le design ergonomique de la souris reste fidèle à l'original, elle apportera plusieurs nouvelles fonctionnalités. Le bouton sous le pouce, appelé Action Ring, sera entièrement personnalisable, tandis que la fonction Haptic Sense offrira des retours haptiques pour certaines notifications et actions. Le capteur passera à 8000 dpi et la connexion se fera via le dongle Logibolt ou en Bluetooth. L'autonomie serait de 70 jours et pour les millions d'utilisateurs de la série MX Master, cette nouvelle version semble être une évolution bien pensée, sans pour autant bouleverser une formule déjà éprouvée. Et pour les amateurs de montage PC, une dernière bonne nouvelle vient de Saphir. La marque, surtout connue pour ses cartes graphiques AMD, a commencé à teaser le lancement mondial de ses cartes mères Nitro pour processeurs Ryzen. Jusqu'à présent, ces cartes mères étaient principalement réservées au marché chinois. On a donc la confirmation que le modèle Nitro B850, compatible avec les derniers Ryzen, sera bientôt disponible dans d'autres régions, dont l'Australie et on l'espère, l'Europe. C'est une excellente nouvelle car plus de concurrence sur le marché des cartes mères est toujours bénéfique pour les consommateurs. On attend de voir si leur modèle haut de gamme X870, aperçu au Computex, suivra le même chemin. En tout cas, l'arrivée d'un acteur historique comme Saphir sur ce marché au niveau mondial est un événement à surveiller. Cette diversification du marché des cartes mères coïncide parfaitement avec l'arrivée des prochains composants PC. À commencer par Intel qui fait une première apparition remarquée. On a repéré la première carte mère au format mini ITX équipée d'un processeur Intel Panther Lake H. Pour rappel, Panther Lake est la future génération de processeurs mobiles d'Intel attendue pour l'année prochaine. Cette carte mère, présentée par DFI, est un modèle industriel, donc pas destiné aux joueurs. Elle supporte jusqu'à 128 Go de mémoire DDR5 à 7200 mégatransferts par seconde et dispose d'une connectique très riche avec 3 ports Ethernet, du PCI Express Gen 5 et de multiples ports M.2. Ce qui est intéressant, c'est que cela confirme que les partenaires d'Intel travaillent déjà activement sur des produits basés sur cette future architecture. Le fait qu'elle apparaisse si tôt s'explique par le fait que le marché industriel a des cycles de développement et de commandes beaucoup plus longs. C'est un premier aperçu, même lointain, de ce que nous réserve Intel pour le futur. Du côté de TSMC, les choses s'accélèrent avec des plans avancés pour le 1,4 nanomètre. Alors que le 2 nanomètres n'est même pas encore en production de masse, TSMC a déjà commencé à notifier ses fournisseurs d'accélérer les livraisons
fonds pour la construction de sa future usine, la Fab 25. L'objectif est de commencer la production à risque fin 2027 et de lancer la production en volume au second semestre 2028, probablement pour ses clients majeurs comme Apple, Nvidia et AMD. Ce nœud de gravure de l'ère Angstrom promet des gains de performance de plus de 15% et une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 30%. Évidemment, le coût des wafers augmentera considérablement. Cette accélération montre la volonté de TSMC de maintenir son avance écrasante sur la concurrence Samsung et Intel et de rester le leader incontesté de la fabrication de puces de pointe. Et puisqu'on parle de course à la finesse de gravure, tournons-nous maintenant vers le Japon où Rapidus entend bien défier les géants établis avec son ambitieux procédé 2 nanomètres. Les premières informations sur leur nœud baptisé 2HP sont très prometteuses. Il offrirait une densité logique équivalente à celle du N2 de TSMC et même supérieure à l'Intel 18A. Pour rappel, la densité logique, c'est le nombre de transistors qu'on peut caser sur une surface donnée et réussir à rivaliser avec TSMC, le leader mondial, et est un véritable exploit pour une entreprise qui repart de zéro. Rapidus bénéficie d'un soutien massif du gouvernement japonais et a déjà attiré l'intérêt de géants comme Nvidia. Leur approche de fabrication, très innovante, pourrait leur permettre de rattraper rapidement leur retard. Bref, le Japon fait son grand retour dans la course aux semi-conducteurs et la compétition s'annonce plus féroce que jamais. Pendant ce temps, dans un tout autre domaine, le marché des consoles portables est lui aussi en pleine effervescence et Zotac profite de la Gamescom pour dévoiler sa toute nouvelle machine, la Zone Pro, initialement présentée avec un processeur AMD de la génération précédente. Cette version finale passe au niveau supérieur avec un APU Ryzen AI 9HX 370. C'est une puce à 12 cœurs Zen 5C, donc plus que le Z2 Extreme de la concurrence, et elle est épaulée par 32 Go de RAM. La console arbore un superbe écran AMOLED de 7 pouces à 120 Hz, mais sa plus grande particularité, c'est son système d'exploitation. Par défaut, elle tournera sous Manjaro Linux, une distribution optimisée pour la performance développée en partenariat avec l'équipe de Manjaro elle-même. C'est une alternative intéressante à SteamOS. Le seul point faible potentiel est sa batterie de 48,5 Wh, un peu juste par rapport à la concurrence. La sortie est prévue pour octobre, le prix reste à déterminer. Mais Zotac n'est pas le seul à vouloir marquer les esprits. Lenovo officialise à son tour la Legion Go 2 et elle frappe fort. Cette console portable haut de gamme ne fait aucun compromis sur la puissance. Après avoir présenté la première version au CES 2025, le constructeur revient avec un modèle premium intégrant des améliorations demandées par les fans. La Legion Go 2 conserve le format compact de 8,8 pouces, mais passe cette fois à une dalle OLED 1920 par 1200 compatible avec le taux de rafraîchissement variable VRR de 34 à 144 Hz. Les manettes détachables ont été repensées pour plus d'ergonomie, un toucher plus doux et une disposition des boutons optimisés. 3 nouveaux boutons programmables et une croix directionnelle retravaillée offrent une meilleure expérience pour les jeux de combat et rétro. Les manettes restent rétrocompatibles avec la première Legion Go. Sous le capot, la console peut embarquer les APU AMD Ryzen Z2 et Z2 Extreme basés sur l'architecture Zen 5 et RDNA 3.5, offrant des performances graphiques très solides avec la Radeon 890M pour la version extrême. Elle peut être équipée jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X 8000 et 2 Teraoctets de stockage PCIe Gen 4. La batterie atteint 74 Wh, une recharge jusqu'à 65 watts, offrant une autonomie améliorée de près de 50% par rapport à la version précédente, mais le poids grimpe à 920 grammes avec les manettes. La Legion Go 2 dispose également de 2 ports USB 4, d'un port audio, d'un slot micro SD, de 2 haut-parleurs et d'un scanner d'empreintes intégré au bouton d'alimentation. La machine tourne sous Windows 11 avec une compatibilité future pour l'interface optimisée de la Xbox Ali. Le prix de lancement est de 999 € pour la version Z2 et 1349 € pour la Z2 Extreme, ce qui fait de la Legion Go 2 la console PC portable la plus chère du marché, positionnée face à la MSI Clo A8 et à la ROG Xbox Ali. Lenovo mise ici sur l'OLED et le VRR, des technologies que ses concurrents n'ont pas adoptées pour des raisons de coût. Ainsi, aux joueurs, une expérience portable haut de gamme, à condition d'accepter le prix. Et on termine ce marathon des consoles portables avec MSI qui a officiellement ouvert les précommandes pour sa Clo A8 au Royaume-Uni. Il s'agit de la version équipée de l'APU AMD Ryzen Z2 Extreme. Le modèle avec un Teraoctet de stockage et 24 Go de RAM est proposé à 850 livres sterling, soit un peu moins de 1000 € avec une livraison prévue pour le 17 septembre. C'est un positionnement tarifaire légèrement inférieur à celui de la version Intel Lunar Lake. La Clo 8 AI
La console conserve son écran de 8 pouces à 120 Hz et sa grosse batterie de 80 Wh. Avec ce lancement, MSI est le premier à commercialiser une console sous Ryzen Z2, prenant une légère avance sur Asus et Lenovo qui arrivent en octobre. La compétition pour les fêtes de fin d'année va être absolument passionnante à suivre. On attaque maintenant le cœur de nos machines avec l'actualité des processeurs et il y a eu énormément de mouvements. On commence avec une fuite intrigante du côté de Valve. Une nouvelle machine, nom de code Fromont, est apparue dans la base de données de Geekbench. Cela relance les rumeurs sur le retour des Steam Machines, ces PC de salon conçus par Valve. Cette fois, la situation est différente car SteamOS est beaucoup plus mature. La puce détectée est un APU custom d'AMD basé sur l'architecture Zen 4 avec 6 cœurs et 12 threads. Mais la grosse surprise, c'est la partie graphique. Il ne s'agit pas d'un iGPU intégré classique, mais d'une puce de la classe d'une Radeon RX 7600 avec 32 unités de calcul RDNA 3. C'est une puissance graphique bien supérieure à celle du Steam Deck. AMD aurait donc créé une puce sur mesure pour Valve, intégrant un CPU Zen 4 et un GPU RDNA 3 puissant dans un seul package. Si ce projet se concrétise, on pourrait avoir une console de salon très performante, capable de rivaliser avec les consoles de dernière génération. Sur un tout autre registre, AMD élargit sa gamme AM5 avec deux nouveaux processeurs Granite Ridge sans iGPU, le Ryzen 7 9700F et le Ryzen 5 9500F, récemment repérés chez des revendeurs suggérant un lancement imminent. Le distributeur ShopBLT a listé le 9700F comme un processeur 8 cœurs 16 threads avec un TDP de 65 watts au prix de $294, tandis que le 9500F apparaît comme un 6 cœurs sur 12 threads également à 65 watts pour $218. Ces puces avaient été précédemment mentionnées dans des mises à jour BIOS et des logs de benchmark et étaient attendues pour la fin de l'été. Bien qu'AMD n'ait pas confirmé les dates officielles, ces listings de septembre après des prévisions d'août suggèrent une annonce prochaine destinée aux utilisateurs n'ayant pas besoin de graphiques intégrés et comptant sur une carte graphique dédiée. Ces variants F offrent les mêmes configurations de cœur et enveloppes thermiques que leurs homologues standards, avec une disponibilité attendue dans les semaines à venir. Mais au-delà de ces références actuelles, AMD prépare déjà l'avenir avec une offensive technologique d'envergure. Les futurs processeurs Ryzen basés sur l'architecture Zen 6, attendus pour la fin de l'année 2026, utiliseront la gravure TSMC N2P 2 nanomètres pour les CCD et N3P 3 nanomètres pour l'IO-Die, contre 4 nanomètres et 6 nanomètres pour Zen 5. Chaque CCD accueillera 12 cœurs et 24 threads avec jusqu'à 48 mégaoctets de cache L3 contre 32 mégaoctets auparavant. On peut donc s'attendre à des hausses de performance significatives, double digi IPC, fréquence plus élevée et prise en charge de vitesse mémoire DDR5 plus rapide en configuration maximale. Un Ryzen Zen 6 pourrait atteindre 24 cœurs et 48 threads, soit 2 CCD reliés à un IO-Die unique, tout cela en gardant une consommation similaire au Ryzen actuel. Un atout stratégique, Zen 6 conservera la compatibilité avec le socket M5, contrairement à Intel Nova Lake S, qui imposera une nouvelle plateforme LGA 1954. AMD vise clairement à affronter Intel dès 2026 avec un rapport performance-prix agressif et une montée en puissance qui pourrait séduire autant les gamers que les professionnels. Et en parlant de processeurs, une autre actualité a fait l'effet d'une petite bombe dans l'industrie. Lors de la conférence technologique de Deutsche Bank 2025, le directeur financier d'Intel, David Zinsner, a reconnu publiquement que la génération Arrow Lake n'a pas tenu ses promesses sur le marché des processeurs de bureau. Selon lui, l'offre actuelle n'a pas réussi à convaincre sur le segment haut de gamme. Malgré des volumes de vente corrects, les performances et le rapport qualité-prix n'étaient pas au niveau attendu, notamment face aux dernières puces AMD. Les Core Ultra 200 ont même affiché des résultats inférieurs à ceux de la génération Raptor Lake dans plusieurs scénarios de jeu, tout en rencontrant des problèmes de stabilité nécessitant des correctifs logiciels répétés. Intel avait tenté de limiter la casse en autorisant ses partenaires à proposer des profils d'overclocking validés via le programme Core 200S, mais cette initiative n'a pas suffi à inverser la perception négative. Face à cette situation, Zinsner affirme que Nova Lake, prévue pour 2026, constituera une réponse bien plus complète. Cette nouvelle architecture introduira des cœurs repensés, un nombre de cœurs plus élevé sur certaines références et un iGPU renforcé, le tout destiné à séduire à nouveau les utilisateurs exigeants. Intel insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple mise à jour, mais d'une refonte plus ambitieuse. Cependant, l'arrivée de Nova Lake s'accompagnera d'un nouveau socket, ce qui risque d'alimenter les critiques sur la faible longévité des plateformes Intel. AMD
AMD de son côté continue de capitaliser sur la compatibilité étendue de l'AM5 qui devrait accueillir plusieurs générations de processeurs Zen, dont Zen 6 attendu comme le concurrent direct de Nova Lake en 2026. Zinsner a également évoqué la feuille de route côté serveur avec l'abandon de la stratégie sans SMT de Diamond Rapids au profit du retour du multithreading qui sera pleinement exploité dans Coral Rapids prévu pour la fin de la décennie. Avec Nova Lake, Intel espère donc reprendre l'initiative sur le marché desktop et regagner du terrain perdu face à AMD. Reste à savoir si les promesses seront tenues une fois les premiers échantillons et tests indépendants disponibles. Et justement, en parlant de Nova Lake, les fuites continuent de s'accumuler. Si vous suivez bien Tech Recap, vous connaissez déjà presque toutes les spécifications des processeurs Nova Lake grâce aux différentes rumeurs. Cette fois-ci, nous avons des informations plus concrètes. Des manifestes d'expédition révèlent le premier échantillon d'un processeur de bureau Nova Lake S avec 28 cœurs. La génération Arrow Lake actuelle culmine à 24 cœurs. Cette augmentation pourrait venir de l'ajout de 4 cœurs basse consommation, les LP Core, en plus des P Core et U Core. Cette configuration à 28 cœurs serait donc un modèle de milieu ou haut de gamme, puisque des rumeurs parlent de versions allant jusqu'à 52 cœurs pour le très haut de gamme. Parallèlement, on a aussi vu une mention d'un Arrow Lake Refresh, ce qui confirme que Intel prévoit une petite mise à jour de sa gamme actuelle, probablement avec des fréquences légèrement augmentées avant l'arrivée de Nova Lake. Ces échantillons sont déjà au stade de préqualification, ce qui signifie que le développement est bien avancé. Le rendez-vous est donc pris pour 2026. Petit focus sur Arrow Lake Refresh que nous avions brièvement évoqué. De nouvelles infos plus précises arrivent avec l'apparition d'un premier processeur sur Geekbench, le Core Ultra 7 365K. Cette puce embarque 8 P-Core et 12 E-Core, soit un total de 20 cœurs et 20 threads pour une fréquence de base de 3,9 GHz. Le test a été mené sur une carte mère MSI Pro Z890 à Wi-Fi associée à 48 Go de DDR5. Côté performance, le CPU obtient 2140 points en single core et 19 744 points en multicore, des résultats inférieurs à ceux du Core Ultra 7 265K avec ses 3030 et 20 861 points. Mais il s'agit probablement d'un échantillon d'ingénierie avec fréquence et support logiciel non finalisé. L'architecture reste inchangée avec un cache L 2L3 identique et sans amélioration du NPU, contrairement aux rumeurs initiales. On peut donc s'attendre à un simple gain de fréquence. Avec Nova Lake attendu pour 2026, ce refresh semble avant tout une étape de transition laissant planer le doute sur sa pertinence commerciale. Et on continue avec les fuites. Cette fois-ci sur les futurs processeurs mobiles très haute performance d'Intel, la série Arrow Lake HX. Un premier benchmark du Core Ultra 5235HX est apparu sur Passmark. C'est un processeur à 14 cœurs, successeur du Core i5 14500HX, et les résultats sont impressionnants. Malgré l'absence d'hyperthreading, il surpasse son prédécesseur de 30% en single core et de 38% en multicore. Plus impressionnant encore, ses performances en single core dépassent même celles du Core i9 14900HX, le fleuron de la génération précédente. Cela montre que la nouvelle architecture de Paycore, Lion Cove, est très puissante. Ces processeurs Arrow Lake HX s'annoncent donc comme d'excellents choix pour les PC portables destinés à la productivité et à la création de contenu. Après le très haut de gamme mobile, intéressons-nous à l'autre extrémité de la gamme avec une dernière fuite sur un modèle d'entrée de gamme d'Intel, le Core Ultra 3205, le plus petit processeur de la gamme de bureaux Arrow Lake S, a été testé sur Geekbench. Il s'agit d'une puce avec 8 cœurs, 4 P-Core, 4 E-Core et 8 threads. Comparé à son prédécesseur, le Core i3 14100F, il est 11% plus rapide en single core et 23% plus rapide en multicore. C'est une belle progression qui le place au niveau d'un Ryzen 5 5600X3D. Avec un prix attendu autour de 120 à 150 $, il pourrait être une option intéressante pour les configurations à petit budget. Consciente des défis que pose la concurrence AMD, Intel planche sur des technologies futuristes qui pourraient changer la donne, comme le prouve un nouveau brevet déposé par la société. Le concept s'appelle Software Defined Supercore ou SDC. L'idée est de pouvoir fusionner virtuellement plusieurs cœurs de processeurs pour qu'ils agissent comme un seul supercœur beaucoup plus puissant afin d'accélérer les tâches qui ne dépendent que d'un seul thread. Au lieu de construire des cœurs physiques toujours plus gros et plus gourmands en énergie, cette approche logicielle permettrait de diviser une tâche en plusieurs blocs qui s'exécutent en parallèle sur plusieurs cœurs, tout en donnant l'impression au système d'exploitation qu'il n'y a qu'un seul cœur qui travaille.
L'avantage serait un gain de performance par watt. C'est un concept complexe qui rappelle un peu l'inverse de l'hyper-trading. On ne sait pas si cette technologie verra le jour, mais cela montre qu'Intel explore des pistes très innovantes pour dépasser les limites de la performance single-core. Intel a également donné plus de détails sur son futur Xeon Clearwater Forest lors de la conférence Hot Chips. Il s'agit d'un processeur pour serveur composé uniquement de cœurs à haute efficacité e-core, basé sur la nouvelle architecture d'Arcmont et gravé en Intel 18A. Et les chiffres sont impressionnants, la puce pourra contenir jusqu'à 288 cœurs. Pour arriver à ce résultat, Intel utilise des technologies d'assemblage 3D très avancées, en superposant 12 chiplets de calcul sur des tuiles de base. Intel promet un gain de performance par instruction ou IPC de 17% par rapport à la génération précédente et une bande passante mémoire doublée. Dans une configuration à 2 sockets, on pourra donc avoir des serveurs avec 576 cœurs. C'est une démonstration de force technologique de la part d'Intel qui montre sa capacité à empiler un grand nombre de cœurs pour répondre aux besoins des centres de données et du cloud. Après avoir exploré l'univers des processeurs, passons maintenant au domaine qui fait battre le cœur des gamers et des créateurs, les cartes graphiques. Et on commence avec un feuilleton qui a agité la communauté cette semaine. AMD a accidentellement publié une partie du code source de sa future technologie d'upscaling, le FSR4, dans un SDK public avec une licence open source MIT. Ils ont rapidement retiré les fichiers, mais c'était trop tard. Le code a été copié, partagé, et selon les termes de la licence MIT, une fois que le code est publié sous cette licence, il est très difficile, voire impossible de revenir en arrière. L'affaire a lancé un grand débat. AMD doit-il maintenant publier le code complet et faire du FSR4 une technologie entièrement open source comme les versions précédentes, ou vont-ils essayer de garder leur nouvelle technologie fermée à l'image du DLSS de Nvidia? C'est une situation délicate pour AMD qui a peut-être involontairement ouvert la boîte de Pandore. Et à peine le code a-t-il fuité que des utilisateurs ingénieux ont déjà trouvé un moyen de l'utiliser. Des membres de la communauté autour de l'outil DLSS Swapper ont réussi à faire fonctionner le FSR4 dans des jeux qui ne supportent officiellement que le FSR 3.1. La manipulation consiste à prendre les nouveaux fichiers DLL du FSR4, à les renommer pour FSR 3.1 qu'ils correspondent au nom des fichiers du FSR 3.1 et à les placer dans le dossier du jeu. Le jeu, pensant charger le FSR 3.1, charge en fait la nouvelle version 4. Des tests ont montré que cela fonctionne, par exemple sur Horizon Zero Dawn, où le menu des options affiche bien FSR 4.0.2. Pour l'instant, cela ne fonctionnerait que sur les cartes graphiques Radeon de la série 9000, et les résultats sont encore mitigés, mais cela montre l'incroyable réactivité de la communauté PC et laisse présager que des outils permettront bientôt d'activer facilement cette fonctionnalité. Et puisqu'on parle de la gamme RX 9000, une rumeur en provenance de Board Channels, un site qui relaie les informations des partenaires d'AMD, suggère l'arrivée d'un nouveau modèle. Il s'agirait d'une Radeon RX 9070 GRE avec 16 Go de mémoire vive. Actuellement, la RX 9070 GRE, qui est principalement vendue en Chine, n'a que 12 Go de VRAM sur un bus de 192 bits. En passant à 16 Go, la carte bénéficierait logiquement d'un bus plus large de 256 bits, comme les RX 9070 et 9070 XT, ce qui augmenterait significativement sa bande passante mémoire. La rumeur ne précise pas si le nombre de cœurs serait aussi modifié. Cette stratégie n'est pas nouvelle pour AMD qui avait déjà sorti 2 versions de la RX 6750 GRE. Ce nouveau modèle pourrait être lancé entre septembre et octobre. On espère surtout que cette carte, si elle existe, sera disponible mondialement. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que RDNA 5 pourrait bien tout changer. AMD semble prêt à frapper fort avec sa future architecture graphique RDNA 5, prévue pour 2026. Après une génération RDNA 4 plus discrète, le constructeur préparerait un retour marqué sur le haut de gamme et surprise, ces prochaines puces portent des noms de code tirés de l'univers Transformers. Selon les informations relayées par le leaker Kepler, 3 appellations circulent: Alpha Trion, Ultra Magnus et Orion Pax alias Optimus Prime. Une rupture avec la tradition d'AMD qui baptisait jusqu'ici ses GPU grand public avec des noms liés au monde aquatique et ses versions data center avec des étoiles. Dans ce schéma, Alpha Trion désignerait l'ensemble de la famille desktop Radeon, potentiellement la puce phare avec jusqu'à 96 compute units, un bus mémoire de 512 bits et 128 mégaoctets
d'Infinity Cache. Ultra Magnus serait destiné au segment intermédiaire ou aux SoC personnalisés pour la prochaine Xbox, tandis qu'Orion Pax serait pressenti comme le GPU haut de gamme ou bien la base de la future PlayStation. AMD préparerait également des déclinaisons plus abordables avec 40, 24 et 12 compute units, de quoi couvrir toute la gamme entre performance et accessibilité. Le lancement de RDNA 5 est attendu courant 2026, probablement avec de premières annonces lors du CES ou du Computex. Entre ce design revisité et des codenames qui parlent aux fans de pop culture, AMD affiche clairement son ambition de concurrencer de front les futures cartes de Nvidia et même sur le ultra haut de gamme. Je ne sais pas pour vous, mais l'excitation est à son comble. RDNA 5 promet d'être un véritable game changer et j'ai hâte de voir ce que AMD nous réserve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant du côté de Nvidia où l'actualité est tout aussi riche mais commence par une note d'alerte importante, une information importante pour les possesseurs de cartes graphiques Nvidia un peu anciennes. Un utilisateur sur Reddit a soulevé un problème potentiel. Le certificat de sécurité du UEFI GOP pour Graphics Output Protocol de certaines cartes plus anciennes expire en juin 2026. Le GOP, c'est ce qui permet d'avoir un affichage avant même que Windows ne démarre, par exemple pour accéder au BIOS. Si vous avez le Secure Boot activé dans votre BIOS, qui est de plus en plus requis par les jeux, le système pourrait refuser de charger le pilote d'affichage de la carte graphique à cause du certificat expiré. Le résultat, un écran noir au démarrage vous empêchant d'accéder au BIOS. Cela pourrait transformer votre PC en brique logicielle. Les cartes concernées ne sont pas clairement listées, mais cela pourrait toucher plusieurs générations. La solution passera par une mise à jour du VBIOS de la carte graphique que Nvidia et ses partenaires devront fournir. En attendant, la seule solution serait de désactiver le Secure Boot. Au-delà de ces préoccupations techniques, Nvidia prépare une révolution dans le rendu graphique. La marque a également profité de la conférence Hot Chips pour parler de sa vision du futur du rendu graphique dans les jeux, le neural rendering ou rendu neuronal. L'idée est d'aller encore plus loin que le DLSS et la frame generation. L'objectif ultime serait que 100% des pixels affichés à l'écran soient générés par une intelligence artificielle. Au lieu de calculer chaque image de manière traditionnelle, le GPU n'en calculerait qu'une de temps en temps et l'IA se chargerait de prédire et de générer toutes les images intermédiaires. Le but principal ne serait pas forcément d'augmenter les FPS, mais de réduire drastiquement la consommation d'énergie. En se basant sur l'intelligence artificielle, le GPU pourrait travailler beaucoup moins et donc consommer moins, ce qui serait particulièrement intéressant pour les PC portables. Nvidia affirme que l'architecture Blackwell de ses RTX 5000 est déjà conçue pour cette approche et c'est une vision futuriste mais qui montre la direction que prend l'industrie. En attendant ces innovations révolutionnaires, l'actualité commerciale de Nvidia révèle des ajustements stratégiques. Selon des informations issues du forum Board Channels, souvent relayées par des acteurs proches des partenaires AIC, Nvidia aurait décidé de réduire l'offre de ses cartes RTX 5060 et RTX 5060 Ti équipées de 8 Go de mémoire. Cette décision, encore au stade de la rumeur, concernerait directement les bundles GPU plus mémoire destinés aux fabricants, et non les cartes complètes disponibles en boutique. D'après les chiffres avancés, l'approvisionnement de la RTX 5060 Ti 8 Go serait réduit de 15%, tandis que la RTX 5060 8 Go verrait ses volumes baisser de 30%. Ces modèles étaient surtout orientés vers les OEM et intégrateurs de systèmes, plutôt que vers le marché retail. Il semblerait que la demande n'ait pas été au rendez-vous, poussant Nvidia à réallouer sa production vers des versions plus populaires. En pratique, l'impact global devrait rester limité, des dizaines de milliers d'unités auraient déjà été livrées et la disponibilité en magasin ne devrait pas subir de changements notables. On ignore toutefois si cette réduction concerne uniquement les cartes desktop, laissant ouverte la possibilité d'une priorité donnée aux portables. A noter que Nvidia avait déjà peu mis en avant ces variantes 8 Go lors de leur lancement, alors que la concurrence, notamment Intel avec ses Arc B Series, propose des cartes avec davantage de mémoire au même niveau de prix. Concluons ce panorama avec la vitrine technologique de Nvidia dans le domaine professionnel. L'entreprise a détaillé son accélérateur pour data center Blackwell Ultra GB300. C'est une puce absolument colossale composée de 2 die gravées en 4 nanomètres pour un total de 208 milliards de transistors. Elle contient 160 streaming multiprocessors, ce qui donne un total ahurissant de 20 480 cœurs CUDA. Côté mémoire, elle embarque 288 Go de HBM3E ultra rapide avec une bande passante de 8 Teraoctets
par seconde. C'est aussi l'une des premières puces à supporter la nouvelle norme PCI Express 6.0 qui double encore la bande passante avec le reste du système. Sa consommation est à la hauteur de ses specs avec un TGP de 1090 watts. C'est une puce conçue pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance, mais les technologies développées pour ces monstres finissent toujours par arriver sous une forme ou une autre dans nos cartes graphiques gaming. Bon, on arrive déjà au bout de ce Tech Recap. C'était super de faire le tour de toute cette actu tech ensemble. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer tout ça avec vous. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a le plus frappé cette semaine? J'adore lire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous a plu, pensez à lâcher un petit like. Ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser vos amis ou votre famille. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon. En attendant, prenez soin de vous. D'ici là, portez-vous bien. Salut!